Salut la team. Aujourd'hui, si tu es un infopreneur, un coach, un consultant en ligne et que tu vends des prestations de services, il est fort probable que ce soit toi-même qui sois en train de closer tes offres. Et c'est complètement OK dans un premier temps. Ça va te permettre de monter à 5, 10, 15, peut-être même 20 cas par mois. Sauf qu'à un moment, l'opérationnel va te prendre trop de temps. Tu vas être call sur call avec tes clients, à devoir gérer tes relances, en même temps devoir délivrer les prestations que tu as vendues à tes clients et tu t'en sors pas. Ce qui fait que la question du recrutement va se poser. Peut-être que tu as déjà essayé par le passé et que tu es tombé sur une personne qui était moyennement qualifiée, les résultats n'étaient pas probants et que tu t'es dit ok, je préfère que ça soit moi-même qui le fasse parce que personne ne saura aussi bien vendre mon produit ou mon offre que moi. Plot twist, c'est faux. Tu vas avoir des personnes qualifiées qui peuvent le faire aussi bien que toi, voire même mieux que toi, parce que ton but aujourd'hui, c'est de te concentrer sur les tâches que tu ne peux pas déléguer en t'appuyant sur des systèmes efficaces. Je vais t'expliquer tout notre process de recrutement avec Monetrize, avec Baptiste. Qui je suis pour te parler de ça? Je travaille avec deux des plus gros infopreneurs dans leur niche respective du marché francophone, à savoir Nassim Sely dans la musculation, avec qui on a fait plus d'1 million d'euros en l'espace de 5 mois, et Louis Esquier, avec lequel on est en train de complètement scaler son offre. On a recruté plus de 40 closers en l'espace de 6 mois pour ces deux infopreneurs. Donc, autant te dire qu'on a vu des personnes passer, on a dû processiser pour que ça soit efficace et je vais te partager tous les red flags, toutes les best practices pour que tu saches comment faire. Donc, dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps comment tu diagnostiques le besoin de recruter. Aujourd'hui, il faut que tu sois très conscient de où est-ce que ton temps est le plus nécessaire. Si tu crées du contenu, déléguer ta création de contenu pur, ça va être compliqué, sachant que c'est ça qui va te ramener des clients. En revanche, tu vas pouvoir très facilement déléguer la partie setting comme la partie closing en réalité. Sur quoi tu n'es pas décisif? Le closing ou le setting, que ça soit toi ou quelqu'un de très qualifié qui le fasse, le résultat sera sensiblement le même. Donc tu peux te permettre de sortir de ça et être décisif sur les tâches où personne ne peut le faire mieux que toi. Et surtout, arrive à identifier où se situent tes goulots d'étranglement dans ton business. Et le fait de devoir encore gérer l'opérationnel pur de la vente peut en être un. À partir de là, une fois que tu as diagnostiqué le fait que ok, je suis assez gros pour pouvoir closer et déléguer à quelqu'un, en général, je te conseille de faire ça quand tu as ton market fit autour de 5 000 euros par mois que tu arrives à générer tout seul. Tu vois que tu as assez de rendez-vous, trop de rendez-vous peut-être que tu puisses gérer tout seul. À ce moment-là, ça devient pertinent de le déléguer à une personne. Maintenant, la question qui se pose, c'est à qui tu le délègues. Et on va voir vraiment comment tu vas pouvoir détecter les bonnes opportunités en étant toi-même aussi une bonne opportunité. Parce que si tu veux attirer les meilleurs, il faut qu'ils aient un intérêt à venir travailler chez toi. Et si ton filtre ne te permet que d'avoir des personnes moyennes, tu vas le payer plus cher sur le long terme. Donc on va parler de profiling et de SOP. SOP, ça veut dire Standard Operating Procedure. Et au début, quand tu fais tout seul, tu peux avoir une certaine anarchie dans ton business selon ton niveau d'organisation. Mais plus tu vas vouloir grandir, plus il va falloir que tu processes des choses et que tu organises, que tu aies des Standard Operating Procedures. Désolé pour tous les anglicismes, mais dans le milieu du marketing, t'y échappes pas. On est beaucoup inspiré de ce que font les Américains. Donc, avant de recruter, déjà, il faut que tu aies une infrastructure qui va être bien définie. Donc, quel logiciel tu utilises, comment tu les utilises, que ça soit simple pour des personnes de venir travailler avec toi parce que c'est très clair ce que tu attends d'eux. Donc, tu as une définition très précise de quelles vont être leurs missions, comment ils vont les effectuer, avec quels outils et dans quel échantillon de temps. Et que tu aies une capacité à suivre les performances et le travail qui est fait par tes équipes. Plus c'est carré, plus déjà les personnes, quand elles vont arriver chez toi, elles vont se dire « Ok, ça va leur demander d'hausser leur niveau de jeu. » Si c'est trop un peu anarchique, tiens-moi au courant sur WhatsApp de comment se passent les rendez-vous que tu as demain, tout ça. Si c'est l'image que tu renvoies de quelqu'un qui est un petit peu trop anarchique, trop dans l'improvisation, tu vas te retrouver avec des personnes qui sont elles aussi anarchiques et trop dans l'improvisation. Si tu dégages quelque chose qui est très structuré, très carré, ça va être beaucoup plus simple d'avoir des personnes qui, avec toi, vont être carrées, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a géré ce préambule, en quelque sorte, la question se pose de où est-ce que tu trouves des talents. Donc là, tu es en capacité de les accueillir, tu sais exactement ce que tu cherches. Donc, en termes de closing, tu es en capacité de définir le nombre d'appels que la personne va devoir gérer, combien tu vas les payer. En général, c'est 8% à 15%, la fourchette du marché, du chiffre d'affaires généré. C'est assez simple et l'avantage du closer, c'est que tu ne prends pas trop de risques parce qu'il n'est payé que sur ce qu'il a fait rentrer. Donc, ça te sécurise quand même pas mal. Pareil pour un setter, il ne sera payé que sur ce qu'il ramène dans ta boîte. Bon, là, on parle un peu plus des closers, mais vous verrez que le processus s'applique très bien aussi aux setters. Aujourd'hui, des personnes qui se disent closer, tu vas voir qu'il y en a plein. Il y en a peut-être déjà qui te démarchent dans tes DM sur Instagram, sur LinkedIn, enfin bref, on les voit partout.
Mais les bons closers, il n'y en a pas beaucoup. Et notamment sur le marché francophone, des personnes qui sont fortes en vente, organisées dans les process, qui remplissent efficacement leur CRM, bref, qui sont de véritables pros, tu verras qu'il y en a très très peu au final. Et que le niveau en France est globalement plutôt bas. Donc, la réflexion qu'il faut avoir, c'est à la fois la compétence de vente, mais aussi la connaissance de ta niche et de ton produit. Aujourd'hui, nous, dans notre infrastructure, on prend le pari de recruter des personnes qui ont un très bon potentiel pour devenir d'excellents closers, qui ne le sont pas forcément aujourd'hui, mais qui connaissent très bien la niche vers laquelle ils s'adressent. Pour Nassim, par exemple, on a recruté que des coachs sportifs sur lesquels on a rajouté la compétence de closer. Plutôt que de prendre des closers qui n'ont aucune connaissance au niveau du sport, au niveau de l'avatar client, ça ne va pas fitter. Donc, avoir ça en tête. Ce qui fait que si toi, tu as un accompagnement aujourd'hui, ce qui peut être pertinent, si tu as une formation par exemple sur l'investissement immobilier, de prendre des personnes qui sont déjà dans ton accompagnement, qui connaissent bien ton produit et qui ont un potentiel pour devenir closer, ça peut être intéressant. Donc partir de cette logique-là. Deuxième point, tu peux avoir, c'est pas forcément une personne qui est dans ton accompagnement, mais qui te suit sur les réseaux, donc qui connaît tes valeurs, qui connaît ce que tu dégages et qui fait partie de ton... de ta base de following. Donc tu fais une annonce sur tes réseaux sociaux pour ensuite recruter des closers. On va voir un peu le système de filtre que tu mets en place juste après. Tu peux utiliser LinkedIn. Tu as beaucoup de choses que tu peux voir sur LinkedIn, du bon et du moins bon, mais bon, soit. Ou alors tu peux passer par des formations de closing qui ont des closers ou une agence, comme c'est le cas avec Monetrize où aujourd'hui nous on vient positionner directement des talents. Là où je veux attirer ton attention, c'est pas parce qu'une personne elle sort d'une formation de closing que c'est un bon closer. Et j'en fais les frais d'ailleurs parce que je suis coach dans des formations de closing et les personnes qui vont être certifiées, tu vas avoir vraiment quelque chose de très très large. Tu peux avoir des personnes extrêmement performantes comme tu peux avoir des personnes qui n'ont vraiment pas le niveau. Donc le tampon d'une formation de closing ne signifie pas forcément une grande qualité derrière. C'est pour ça que le filtre que tu vas utiliser après va être intéressant. Là, on voit juste où est-ce que tu sources les talents, d'où est-ce qu'ils peuvent venir. Ce qui peut être intéressant aussi, in fine, quand tu veux être sûr, c'est de passer par une agence où les talents sont vraiment certifiés. Mais ça va te coûter plus cher, donc c'est un arbitrage à faire. Ce qui nous amène à la notion du filtre. Donc, première chose que j'ai écrite ici, c'est CV is dead. Aujourd'hui, un CV, pour moi, c'est devenu quelque chose d'assez archaïque. Et tu vas évaluer la compétence de quelqu'un et sa pertinence différemment. Parce que sur un CV, on peut mettre un peu ce qu'on veut et il y en a qui ont vite fait de le faire via ChatGPT ou autre, donc tu ne te rends pas forcément compte. Ce que je te propose en revanche, c'est d'avoir un typeform avec des questions très précises sur lesquelles les réponses vont donner un ordre d'idée sur les valeurs de la personne, le caractère. Tu vas pouvoir poser des questions qui évaluent la compétence, comment dans une situation donnée ton prospect réagit. Ton closer réagit, ok, par exemple, sous quel échantillon de temps tu envoies le premier message de follow-up? Est-ce que tu l'envoies en moins de 6 heures, 24 heures, 2 jours, 6 jours? Qu'est-ce que tu enverrais dans un message de follow-up typé? Tu laisses une réponse ouverte. Tu leur mets des tests comme ça, en fait, tu te rends compte directement de ok, est-ce que j'ai en face quelqu'un qui sait bosser, qui a déjà des process en place, qui a déjà de l'expérience, ou est-ce que j'ai un complet débutant qui essaie de me raconter un peu la messe? Ça va être beaucoup plus pertinent qu'un CV. Et ça va te permettre aussi de ménager ton temps et de ne pas prendre des rendez-vous et des entretiens avec plein de personnes. Ça te met un filtre en fait, tout simplement. Donc dans ce filtre-là, en fait, tu vas envoyer toutes les personnes que tu as repérées et spotées sur les sources d'acquisition qu'on a ciblées avant. Et aussi, n'hésite pas, dans ce filtre, de poser des questions sur ta niche. Je te reprends l'exemple de l'investissement immobilier. Tu vas poser des questions sur comment se passe, quelles sont les étapes clés de l'acquisition d'un bien immobilier. Qu'est-ce qu'une SCI? Voilà, des questions où ton prospect, ton closer, s'il ne sait pas y répondre, tu ne peux pas te permettre de le mettre en face de clients à toi. Et voilà, donc les valeurs, le caractère, questions qui évaluent la compétence de closer et des questions qui évaluent la pertinence par rapport à la niche dans laquelle toi tu évolues. Ce filtre-là, il va vraiment te permettre d'avoir des datas, tu vas avoir la qualité des réponses des personnes et tu vas déjà pouvoir faire un gros tri pour déterminer quelle personne tu vas prendre en entretien individuel ou groupé. Donc là, pareil, il y a deux écoles. L'entretien individuel, dans un premier temps, tu n'auras pas énormément de candidats, donc tu peux te permettre de passer par là. Mais quand tu vas recruter toute une sales team, ce qui est le cas à l'heure actuelle, on ne s'embête pas à faire
plein d'entretiens individuels. On va faire un premier entretien groupé, faire des phases de test et ensuite, de cette phase-là, extraire certains profils qu'on va avoir en individuel. Mais dans un premier temps, je t'invite plutôt sur les profils que tu auras identifiés. Imaginons que tu en as genre 4 qui te sortent vraiment du lot sur ton Typeform. Et bah, sur ces 4-là, tu vas toi faire un entretien individuel. Alors, le but de cet entretien individuel, ça va être un peu, en te basant sur les réponses qui ont été données, de vérifier en live comment la personne échange avec toi. Donc comme tu vas être sur du closing, tu veux vérifier son élocution, tu veux vérifier comment elle te parle, parce que c'est comment elle te parle, c'est comme elle parlera aussi à tes clients, tu vois, en quelque sorte. Est-ce que tu vois, il y a un alignement entre toi, qui tu es, ce que tu dégages, et le closer qui va être le pont entre le contenu vidéo qu'aura vu ton prospect et ton accompagnement. Donc ça, tu vas pouvoir t'en rendre compte lors d'un entretien individuel. L'entretien individuel, moi, je le fais toujours de manière assez détendue pour pas qu'on soit sur un... Enfin, pour que la personne, elle se révèle un peu plus telle qu'elle est, plutôt qu'on soit sur quelque chose qui est trop formel, en fait, où on est tous les deux en train de jouer un rôle. Après, c'est ma vision, c'est mon style de management. Mais au moins, je vois un petit peu plus, ok, quel est son caractère, quelle est sa... Voilà, en fait, quelle énergie il dégage aussi, parce que ça, sur le closing, quelqu'un qui est très fort en entretien, a priori, ça sera assez transférable sur du closing, parce que c'est ce qui va faire des entretiens toute la journée. Donc, on peut plutôt bien évaluer cette compétence lors d'un entretien. Contrairement à d'autres où, par exemple, quelqu'un qui peut être un dev exceptionnel, mais qui sera très introverti et aura du mal en entretien, bah, tu ne peux pas évaluer sa compétence et sa pertinence lors d'un entretien. Il faut vraiment que tu utilises d'autres moyens pour évaluer ça. Donc, ce qui nous emmène à la dernière phase, qui est la phase d'onboarding. Alors, la phase d'onboarding, c'est là où tu vas vraiment, véritablement rentrer dans la phase de test. Et l'onboarding, tu veux vraiment avoir différents filtres qui mènent jusqu'à cette étape-là, parce que tu ne veux pas non plus sacrifier des leads à des personnes qui ne sont pas qualifiées. Comme je t'ai dit, des closers qui ne sont pas bons, il y en a des régiments. Donc là, avec, imaginons les 2-3 que tu as décidé de garder, tu fais ta phase de test. C'est là où tu vas pouvoir évaluer plusieurs choses. Tu vas pouvoir évaluer le respect des process. Hop. Tu vas pouvoir évaluer le respect des process, donc à quel point la personne adhère à ta façon de fonctionner et respecte les IOD par exemple, donc le report à la fin de journée pour te dire ce qu'il a fait, à quel point il est présent lors des rendez-vous de coaching, est-ce qu'il est bien à l'heure à chaque fois, est-ce qu'il respecte tout ce que toi, tu as envie qu'il respecte pour travailler efficacement dans ton entreprise. Tu vas pouvoir aussi, et ça c'est obligatoire, d'enregistrer ces appels et de voir en situation comment il se débrouille pour parler de ton produit. Ça va très vite te permettre de voir un petit peu une trajectoire. C'est-à-dire que le premier ou le deuxième appel, il y aura forcément un peu stressful, donc il ne faut pas forcément que tu te bases que sur ça. Mais en général, tu peux évaluer la qualité d'un closer sur une dizaine d'appels. Tu lui donnes une dizaine d'appels, il va avoir des profils différents, donc des bons profils, des moins bons profils. Et là, tu vas pouvoir un petit peu mieux discerner entre les lignes. Tu vas voir aussi s'il y a une tendance, c'est-à-dire que si du premier appel au dernier appel, il y a vraiment une grosse aisance qui a été prise parce qu'il a pris confiance sur le produit, sur ce que tu proposes ou autre, tu vas le ressentir et ça va être encourageant pour la suite. Mais oui, ce que tu dois évaluer, c'est pas juste les ventes qu'il a fait, tu vois, c'est est-ce qu'il a fait tous les process comme il fallait, est-ce qu'il était disponible quand j'avais besoin qu'il soit disponible. Est-ce que sur les ventes qu'il a fait, il a collecté un maximum de cash, est-ce que c'était plutôt des petits plans de paiement. Est-ce que sur les ventes qu'il a faites, la personne a demandé un refund parce qu'il a hard close la personne, donc en mode trop de pression. Est-ce qu'il respecte bien tes valeurs quand il va faire sa phase de vente. Tout ça, tu veux l'évaluer. Au niveau du taux de conversion, ce que je t'invite à faire, c'est de calculer le taux de conversion. Donc là, c'est simple, c'est appel pris par appel closé. Et tu veux qu'il se situe dans différentes... Enfin, tu veux qu'il soit le plus haut possible, mais je vais donner une grille de lecture pour que tu saches qu'est-ce qui est censé être un bon taux de conversion, un moins bon taux de conversion. Le taux de conversion, tu vas le calculer sans les no-shows. Pourquoi ? Parce que si tu calcules avec les no-shows, forcément tu vas avoir une statistique où il n'a pas forcément d'emprise dessus. Ce que tu veux savoir, c'est quand la personne est là en face de lui, qu'il y a match, en gros, est-ce qu'il gagne ou est-ce qu'il perd une majorité du temps ou une minorité du temps. En dessous de 20%, je considère que c'est un taux de conversion qui est mauvais. C'est faible, la personne est débutante et en average, tu perds de l'argent avec par rapport à toutes les deals qui manquent. De 20 à 30, ça devient correct. C'est ce que tu pourrais attendre d'un débutant ou quelqu'un qui vient tout juste de rejoindre ton produit, tant qu'il développe les mécanismes et l'aisance sur ton produit. De 30 à 40%, tu vas considérer que c'est quelqu'un qui est plutôt bon. Quelqu'un qui performe à 30 à 40% tous les mois, c'est quelqu'un qui te fait vraiment gagner pas mal d'argent. Si en plus de ça, il est sérieux sur tous les process, si c'est agréable de travailler avec lui et que tu peux vraiment lui faire confiance, c'est quelqu'un que tu dois essayer de garder le plus longtemps possible. De 40 à 50%, tu commences à avoir des personnes qui sont très efficaces.
là, c'est quelqu'un que tu vas vouloir garder le plus longtemps possible dans l'équipe. Tu en as relativement peu qui sont à ce niveau-là dans l'ensemble du marché. Et si c'est quelqu'un qui close à plus de 50%, alors là, tu as vraiment trouvé une pépite. Et celui-là, il faut absolument que tu valorises le fait qu'il reste dans ton entreprise. C'est pour ça que je te parlais de la rémunération des closers, donc environ 8 à 15% selon pas mal de critères. Mais des incentives, mais des primes, ça c'est super important. Et un management où tu lui laisses un degré de liberté parce qu'il va, enfin voilà, un closer à la base, il est là pour être freelance, organiser son temps un peu comme il le souhaite. Donc tu peux lui laisser un certain degré de liberté, mais ce que tu veux, c'est pouvoir réévaluer avec des IOD et qui respectent des process en fait. Vraiment, ça c'est super important. Que tu aies la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc tu veux qu'il t'ait un reporting chaque jour de combien de personnes il a appelé, comment ça s'est passé au téléphone avec eux, closé, pas closé, qu'est-ce qu'il en follow-up. Et après, il s'organise comme il veut. Mais toi, tu veux que ces métriques-là soient données chaque jour et que tu aies un professionnel en face de toi. Voilà pour cet ensemble de données sur le recrutement. Il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait dire. J'ai essayé d'être synthétique pour que tu aies les points clés en tête. Si je te reprends rapidement, ce qui va être primordial, ça va être de toi être une bonne opportunité pour attirer les bonnes opportunités à toi. Donc n'hésite pas à, si tu as un seul closer et qu'il est bon, bah voilà, de le payer un peu plus que les standards du marché, et tu pourras t'autoriser à lisser un petit peu plus ce pourcentage pour aller chercher de la profitabilité quand tu auras des grosses structures en place, et tu pourras facilement en recruter de nouveau. N'hésite pas, si tu as des questions, à les poser dans les commentaires, mais au moins ça te permet de voir voilà, qu'est-ce que tu dois mettre en place aujourd'hui pour être certain de faire un bon recrutement. C'était William de Monetary. Si tu veux qu'on aille plus en détail sur ton offre peut-être aujourd'hui, tu vas avoir un call de consulting gratuit avec moi et Baptiste. Tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. On prend 30 minutes ensemble, on fait un audit complet de ton business, surtout l'aspect conversion, et on te donne les meilleurs conseils qu'on peut. Et si jamais ça fit des deux côtés et que potentiellement c'est intéressant pour toi et pour nous de passer à l'étape supérieure, on t'explique comment on fonctionne. Allez, ciao, prends soin de toi, let's fucking scale.